Eh bien, comme l'a dit Monsieur Langui, donc Aix-Marseille-Provence a fait de la e-santé une filière d'excellence de son développement territorial et notamment au niveau de l'international. Et on aurait pu citer les différents acteurs, la PHM bien évidemment, on aurait pu citer le réseau Eurobiomed. Monsieur le professeur, vous allez parler aussi de ce que vous faites avec votre service en lien avec l'Afrique et vous allez pouvoir illustrer ces coopérations. On a aussi des startups africaines dans la e-santé qui se développent sur le territoire grâce au dispositif Soft Landing France Africa Connect. On a ici deux représentants, deux startups qui sont en train de créer de la valeur dans la santé numérique entre l'Europe, le territoire marseillais et leur pays d'origine. On va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler aussi de votre projet au Maroc. Et pour lancer le débat, hein, et je pense que Madame Charaf aurait été heureuse de montrer comment la métropole aujourd'hui, de manière active, essaye d'attirer des investisseurs internationaux dans la santé numérique. Et ben on va commencer à donner la parole aux projets concrets. Et on va commencer par vous, ma chère Corinne. On se connaît depuis longtemps d'ailleurs. Si vous pouviez un petit peu expliquer quels sont les défis, opportunités que vous avez identifiés et que vous déployez, les solutions que vous déployez à travers Pass Santé Mousso entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, et comment aujourd'hui vous développez des solutions de santé numérique qui sont inclusives, adaptées aux réalités sociales et économiques du terrain, et le lien que vous faites avec Marseille, parce que vous êtes aujourd'hui en phase d'implantation économique au niveau de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors merci Samir. Alors, les difficultés et les opportunités, moi je dirais les défis. Peut-être d'abord expliquer ce qu'est Pass Santé Mousso. Ouais, d'accord, merci Samy. Alors que le Pass Santé, c'est un écosystème de solutions. C'est une plateforme que nous avons conçue simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, il y a beaucoup de données, sauf que c'est pas structuré, c'est pas ordonné, c'est fragmenté. Et donc, on a vraiment une difficulté à pouvoir continuer le suivi du patient. Donc, le Pass Santé est ce carnet de santé-là qui va permettre la mobilité de l'information, mais un dossier patient informatisé, toujours dans l'optique de vraiment améliorer le parcours de santé du patient. Donc, dans cette dynamique, effectivement, on a décidé de pouvoir porter le regard sur Marseille. Et les défis, opportunités, je pense qu'on a des défis, on a tous des défis sur les deux continents, sauf que c'est différent. En Afrique, on va parler de réglementation, on va parler d'agilité, on va parler de changement de comportement, parce qu'on n'est pas assez ouvert. On va parler également de connectivité. Là où en Europe, ici, on va dire en Marseille, normalement, on va parler de réglementation, de structuration. Mais les deux se rejoignent dans la mesure où les deux complémentarités vont nous permettre de mieux adapter nos solutions, justement, et par le voie, pouvoir échanger, on va dire d'égal à égal. Là où on apporte de la technologie, on apporte également le terrain derrière. Donc, les deux mises ensemble, ça nous permet d'adresser des solutions qui permettent justement de pouvoir avoir un champ beaucoup plus large, pas seulement orienté vers l'Afrique, mais également orienté vers la diaspora également. Parce qu'on est en forte mobilité et quand on se dépasse très souvent, on a du mal pour continuer le suivi du patient. On a des offres de services également qui peuvent être mises à disposition quand on parle des assurances qui ne peuvent pas continuer le parcours, la prise en charge au-delà des frontières. Par exemple, je pense que là, la e-santé est une très belle opportunité. Et nous, pour nous, Marseille, on n'est pas en cours, on est implanté. Donc c'est fait, on a fait le pas. On est à Marseille aujourd'hui qui, pour nous, devient ce hub-là de la R&D qui va nous permettre de penser des solutions et travailler vraiment en termes de co-création Afrique-Europe. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres précis sur les bénéficiaires en Côte d'Ivoire, le nombre de bénéficiaires, de personnes accompagnées, un petit peu aussi un petit bilan, peut-être parce que c'est une innovation qui aujourd'hui a atteint une certaine maturité en termes d'ancienneté? Alors oui, le Pass Santé, c'est vrai qu'il dure depuis 2014 qu'on a travaillé sur ce projet. Je pense qu'on s'est connus en 2016. Et aujourd'hui, on a 2,7 millions de personnes qui utilisent notre plateforme en termes d'utilisateurs. Nos derniers chiffres d'affaires, c'est à 1,3 million de dollars.
Et puis aujourd'hui, on a des agréments, donc on travaille avec le ministère de la Santé. Les différents programmes de santé, on va dire le couple mère-enfant, les maladies, la lutte contre le cancer par exemple, on accompagne dans la santé mentale. On est sur 5 pays également déployés. Là, il y a un 6e pays, mais bon, comme on n'est pas vraiment affiché, donc j'en parlerai pas déjà. Et aujourd'hui, on a pu vraiment avancer parce qu'on a l'environnement, l'écosystème ivoirien en termes de la santé, je vais dire, est assez ouvert. On a une réglementation qui nous permet de pouvoir développer la e-santé. Aujourd'hui, on a des normes et on a la plupart qui s'adaptent à la plupart des pays, on va dire en Afrique francophone, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo. Donc c'est ce qui nous a permis de scaler dans ces différents pays. On peut applaudir Corinne. Je vais revenir vers Corinne un peu plus tard, mais je vais rester toujours dans cette veine un peu de passage à l'échelle de l'Afrique vers l'Europe, et puis après on va regarder aussi le point de vue de ce qui se fait sur le territoire. Et pour ça, donc pour rester un peu sur cette notion d'innovation technologique, d'impact social et de coopération concrète avec le territoire depuis l'Afrique, je vais me tourner vers vous, Tariq. Est-ce que vous pouvez présenter votre solution avec Meriva Santé concrètement, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers le dispositif du Soft Landing Provence Africa Connect? Pourquoi cette filière santé connectée? Pourquoi avoir choisi le territoire? Et comment vous êtes accompagné concrètement? Alors d'abord, merci Samir. Franchement, d'abord, je vais commencer par le gain de temps qu'on a eu. Peut-être présenter Meriva Santé pour commencer. D'accord. Alors, Meriva Santé, c'est une structure health tech santé dentaire. On est éditeur de logiciels destinés aux cliniques et cabinets dentaires. On est basé au Maroc, on a plus de 1400 utilisateurs et des universités au Maroc et en Guinée. En bref, notre solution, c'est un écosystème qui permet de gérer ou centraliser tout le workflow d'un clinique ou un cabinet dentaire, qui permet tout ce qui est organisation, gestion clinique, gestion administrative, intelligence artificielle plus automatisation, pilotage, c'est-à-dire un écosystème où nous on commence à l'appeler comme un système d'exploitation pour les cabinets dentaires. Alors, le programme nous a donné, on a ouvert le porte d'un écosystème ici à Marseille. Et le fait d'être accompagné par Europe New Med, Marseille Innovation, c'est systématiquement nous a donné une crédibilité immédiate européenne. Tout simplement le fait, nous on est arrivé avec un programme ou une solution, et avec ce programme, on a une structure prête pour l'Europe. Alors concrètement, comment ça se passe avec le programme Soft Landing? Vous avez parlé de votre volonté de se développer à Marseille. Est-ce que avec Eurobiomed, vous avez une vision maintenant sur le territoire et quelle synergie vous voulez créer avec le Maroc? Alors, déjà, le marché français, c'est un marché mature, structuré, ce qui il est bien réglementé. Nous, on a la solution, on a déjà le savoir-faire et l'expertise médicale, ou plutôt expertise technologie. Avec Eurobiomed et Marseille Innovation, la vision, elle est claire pour nous. Le marché contient plus de 45 000 médecins dentistes en France. Le fait de mettre Marseille comme hub, on peut dire hub euro-méditerranéen, entre la technologie et le savoir-faire africain et européen. Très bien, on peut applaudir Tariq. Je vais revenir vers vous un peu plus tard, parce que ça m'intéresse aussi de voir côté rive nord de la Méditerranée, comment depuis Marseille on œuvre à construire un hub health tech entre les deux rives de la Méditerranée, durable, entre l'Europe et l'Afrique. Et j'ai peut-être commencé par vous, Anna Maria, sur aujourd'hui l'importance que prend de plus en plus la Méditerranée et l'Afrique dans le déploiement au niveau de l'APHM, des stratégies de coopération. Quelle importance cela représente? Peut-être aussi dire un mot sur l'APHM pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément le territoire. Et puis après, on développera un peu plus tard sur au niveau des hôpitaux, comment ça s'incarne. Ok.
Du coup, la PHM, ou Assistance publique Hôpitaux de Marseille, est composée par 4 sites. Donc, il y a l'hôpital de la Timone et la Conception qui sont plutôt dans le centre-ville, l'hôpital Nord dans les quartiers nord et l'hôpital Sainte-Marguerite dans les quartiers sud. Au niveau des coopérations internationales, suite à la volonté du directeur général, M. François Crémieux, on a relancé il y a presque 3 ans des coopérations et les relations internationales de la PHM du coup vers l'étranger. Mais c'est vrai qu'on a ciblé surtout les bassins de la Méditerranée et l'Afrique. Pour nous, les bassins de la Méditerranée, ce n'est pas une frontière, mais c'est plutôt un territoire de partage, un trait d'union entre les pays de la rive sud et les pays de la rive nord. C'est vrai que c'est un paysage où on partage énormément de problématiques, énormément d'enjeux de santé. Si on pense à tout ce qui est lié au réchauffement climatique et à la santé environnementale, à tout ce qui est maladies infectieuses, chroniques, santé maternelle, infantile, sont tous des problématiques qui sont partagées par les pays autour de ces bassins de la Méditerranée. Après, autour de ces bassins, il y a aussi une ancienne coopération vraiment historique des coopérations médicales. Donc, on a voulu la reprendre et la valoriser. Et sur tout ça, la PHM a l'avantage de se situer géographiquement dans un endroit un peu stratégique, ouvert vers la Méditerranée et vers l'Afrique. On partage aussi la culture et la langue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a pas mal des pays francophones. Et tout ça, il y a beaucoup de diasporas et des mélanges des populations. Et tout ça, ça nous pousse à nous ouvrir vers ces bassins et vers l'Afrique. Et à partir de ça, avec la PHM, donc avec les directeurs, on a voulu s'élancer et agir sur la base de 2 piliers. Et le 3e, c'est en cours. On a lancé et relancé les coopérations bilatérales, du coup, de la PHM vers l'Afrique, en bilatéral avec des hôpitaux partenaires. Donc, sur ça, on a déjà une 12aine de coopérations qui sont ouvertes, que ce soit dans les Maghreb avec l'Algérie, la Tunisie. On a après, dans l'Afrique subsaharienne, on a la Mauritanie. On a la Côte d'Ivoire, les Cameroun, les Bénin, les Togo. Donc tout ça, c'est en cours. On monte avec les équipes médicales qui souhaitent s'élancer dans ces projets. On monte des projets, on a des crédits vraiment spécifiques pour permettre des côtés de mobiliser le personnel médical et français et étranger. Et du coup, tout ça, c'est en place et ça nous permet aussi d'amener après, on verra après, parce que Vincent Vidal nous amènera du coup dans tout ça un véritable exemple d'innovation que la PHM a pu exporter. Après, dans le champ de l'innovation, on a agi aussi beaucoup dans tout ce qui est biologie médicale, diagnostic précoce, diagnostic prénatal innovant, non invasif. Donc tout ça, on a des équipes médicales qui, via des partenariats bilatéraux, ont pu exporter ces savoir-faire vers des pays d'Afrique. Donc ça, c'est un pilier sur lequel la PHM agit. Et un deuxième pilier qui veut se voir plus durable à moyen et à long terme, c'est la création d'un réseau d'hôpitaux universitaires autour de la Méditerranée. C'est un réseau assez récent, on l'a lancé en 2024 et l'idée c'est d'associer des hôpitaux universitaires autour des thématiques et des besoins communs, et parmi lesquels donc un besoin commun c'est vraiment l'innovation. Tous les hôpitaux sont vraiment très en demande de l'innovation, donc sur ça on est en train d'y travailler. Et un autre sujet qui nous concerne tous, c'est
tout ce qui est maladie environnementale. Donc, on est en train de monter des projets avec des associations qui nous aident à transformer, à augmenter la résilience des hôpitaux. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Et la PHM, du coup, on agit dans ce sens vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Très bien. On peut applaudir Madame Anna Maria pour avoir exposé la vision stratégique de la PHM. Et sans transition, parce que là, on est là maintenant sur la partie regard territoire, sans transition, je me tourne vers le professeur Vidal. Vous portez le projet Faire Ambo. Vous allez nous expliquer concrètement son action qui est tournée vers les pays émergents, des solutions médicales vers les pays émergents. Quel enseignement vous tirez de l'adaptation de l'innovation médicale que vous développez à des contextes à faibles ressources? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, donc je suis obligé de vous parler de choses médicales très concrètes. Moi, je suis radiologue interventionnel, ça veut dire que je ne fais pas de la radiologie diagnostique, je me promène dans vos artères pour aller les obturer ou pour les déboucher. Et donc là, on va parler d'obturer les artères, de boucher les artères quand ça saigne. Ça s'appelle l'embolisation. C'est un geste qui est très facile à faire, avec pas beaucoup de technique finalement. Et avec un cathéter, on rentre ici dans l'artère fémorale et on peut aller se promener dans le cerveau où on veut. Alors on prend un exemple très typique de l'Afrique, c'est l'hémorragie de la délivrance. Quand l'utérus saigne après la grossesse, la mortalité en Afrique subsaharienne, elle reste de 800 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est une catastrophe majeure. En France, on est à 7 pour 100 000 naissances vivantes. Et bien avec un petit cathéter, et puis un petit peu de colle, et puis juste un ampli de rayon X, on peut emboliser une patiente en une demi-heure très facilement. Et le pire de tout ça, c'est que dans les pays émergents en Afrique, vous avez des radiologues interventionnels qui savent faire ça, qui peuvent le faire, enfin qui ne peuvent pas le faire pour des raisons, pas de manque de matériel structurel, mais parce qu'ils n'ont pas la colle. Et c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter, la colle, qu'ils ne l'ont pas. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas distribuée dans ces pays. C'est-à-dire que ce n'est même pas un problème financier, finalement. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de regarder par quoi on pouvait remplacer cette colle. Et en fait, dans notre structure de recherche qui est adossée à la PHM, on a pu démontrer qu'en fait, avec des fils de suture, en fait, qu'il y en a partout, dans tous les hôpitaux, c'est disponible partout, on pouvait, avec ces fils de suture, en fait, avec certaines techniques, les mettre en place dans les cathéters et boucher ainsi les artères, donc par exemple les artères utérines pour les hémorragies de la délivrance. Donc ça prend tout son sens, parce que finalement, vous arrivez à Yaoundé, par exemple, puis le directeur de l'hôpital dit « je ne peux pas faire une embolisation utérine ici ». Puis moi, je dis bah, « si, vous pouvez le faire ». Voilà. Le docteur qui est là, le docteur Charm, avec la salle qui est là, et puis avec les fils de suture qui sont là, il peut sauver la vie de cette femme. Voilà. Donc ça, c'est une innovation finalement assez simple, parce qu'on part de rien. Et de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait, parce que l'objectif, c'est pas de traiter tout le monde avec des fils de suture, parce que le fil de suture, c'est un plan B. Il fallait construire le plan A. Le plan A, on l'a construit, ça s'appelle Embobio. On a fait un produit d'embolisation qui est totalement biosourcé, qui est fait à base d'algues, contrairement à tous les produits qui sont faits avec la base de gélatine de porc. Et donc, qui va être un produit très versatile, utile dans beaucoup de conditions médicales, pas cher, et qui va pouvoir être distribué en Afrique. Donc, on a monté cette start-up il y a 2 ans. On est en cours de fait la première étude clinique. On a traité 6 patients sur le territoire français, 2 à Paris, 2 à Nîmes et 2 à Marseille. On doit faire 45 patients. À partir de... Une fois qu'on aura pu faire ces 45 patients, on pourra demander une norme CE et pouvoir commencer à distribuer le produit en Afrique. Donc évidemment, c'est une start-up. Donc comme toutes les start-up, il faut gagner de l'argent parce qu'il faut payer les gens qui travaillent. Mais cette start-up Embobio a déjà fait un accord très spécifique avec Ferrambo qui fait que tous les centres hospitaliers qui sont stampés Ferrambo auront des produits Embobio gratuits pour démarrer, mettre le pied à l'étrier à toute cette radiologie interventionnelle qui, comme je vous le rappelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne coûte pas cher. Elle diminue les coûts locaux, c'est parce qu'en fait, ça se fait sous anesthésie locale, il n'y a pas d'hospitalisation, il y a une récupération plus rapide. Donc en fait, amener la radiologie interventionnelle dans ces pays, c'est un impact médico et économique qui est vraiment très important. Voilà. Quels sont les freins à l'adoption clinique des innovations e-santé d'une manière générale, lorsqu'on veut dupliquer depuis le territoire vers l'Afrique, et pourquoi pas aussi, peut-être vous avez une expérience dans l'autre sens, mais je vais revenir vers Corinne et nos 2 startups pour me poser la question, mais je vais rester avec vous. C'est aujourd'hui, comment lever
les freins à l'adoption clinique des innovations? Une des phrases qui m'a marqué, je suis allé beaucoup en Afrique évidemment ces 5 dernières années, une des phrases qui m'a marqué, c'est le directeur du SAMU national du Sénégal qui nous a dit: ça fait longtemps qu'on ne nous a pas amené un projet médical faisable. Voilà. Donc c'est ça le frein en fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre des technologies au service de la santé, qui soient des technologies faisables, adaptables, que quand on repart, les choses fonctionnent et fonctionneront. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de choses simples, amener la greffe cœur-poumon à Yaoundé, à mon sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas les ressources pour le faire. Et c'est ça en fait. Il faut répondre à des problématiques qui sont des vraies problématiques. Il ne faut pas amener des solutions qui répondent à des problèmes qu'on ne peut pas traiter, quoi. C'est ça le plus grand frein à mon sens. C'est d'être le plus pragmatique possible. Ça me permet de faire... Donc, je vous demande d'applaudir le professeur Vidal, s'il vous plaît, et ça me permet d'avoir une transition parfaite avec nos 2 porteurs de projet. Donc, on va commencer avec vous, Tariq. Transfert de savoir-faire, duplication d'innovation. Comment aujourd'hui on peut renforcer finalement la circulation technologique, médicale entre Marseille et les pays africains, entre les 2 rives de la Méditerranée? Comment est-ce qu'on permet de rendre ça de plus en plus concret et possible? Alors, d'abord, il faut avoir une synergie dans les 2 sens. Avoir ce qu'on appelle un partage de compétences, partage des données, avoir ce qu'on appelle une circulation de savoir-faire entre les 2 et changer la logique de dire que le Nord va aider le Sud et dire Nord plus Sud, c'est une innovation pour tout le monde. Le fait d'avoir comme formule, on peut dire, la recherche et développement conjoint, faire ce qu'on appelle des incubateurs croisés dans les 2 sens, parce que l'un a besoin de l'autre, la fluidité de déplacement des talents, ça va rendre, bien sûr, ce écosystème ou rendre les chances sans aucun souci. Très bien. J'aimerais poursuivre, et après je vais donner la parole à Corinne, et Corinne, tu vas répondre à la même question. De manière très concrète aussi, c'est comment, là si on veut être vraiment sur le volet d'inclusivité, comment mieux inclure les usagers et les professionnels de santé, c'est quels dispositifs selon vous peuvent permettre de mieux intégrer les usagers, les professionnels de santé dans la co-création de ces solutions, selon vous? Bien sûr les impliquer, mais les impliquer d'une façon que eux, ils arrivent à exprimer leurs besoins. Parce qu'un médecin, en général, il a une formation purement clinique et une vision directement, il doit soigner son patient. Si on arrive à mélanger entre un savoir clinique avec un savoir managérial ou d'avoir d'une autre compétence, on peut dire des ingénieurs orientés à ce domaine-là, à ce moment, bien sûr, on peut avoir des solutions qui vont avoir un impact directement, en fin de compte, pour le patient. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir Tariq. Et je me retourne vers vous, je reviens vers vous, ma chère Corinne. Et je vais vous poser la même question. À la fois, comment on peut améliorer, concevoir, ça fait aussi écho à l'intention du professeur Vidal, des solutions e-santé africaines qui sont vraiment adaptées aux réalités du terrain, et pas dans du copier-coller, mais de l'adaptation intelligente, agile, de ces innovations. Et pareil, hein, la même question que je vous pose, c'est quels dispositifs permettent de mieux intégrer les usagers et les professionnels de santé dans la co-création de ces solutions? Alors écoutez Samy, moi je pense que pour qu'une solution soit mieux adaptée, elle ne peut pas se faire sans les patients et sans surtout l'autre acteur qui sont les professionnels de santé. Dans la mise en place du Pass Santé par exemple, je vous dirais que dans le développement, on travaille avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes et également des patients.
Et depuis qu'on travaille sur la partie oncologie et santé mentale, on les intègre également. Et chaque solution qui est mise en place est testée en réel, en production, avec ces usagers-là. Ce qui nous permet de pouvoir à chaque fois moduler, changer, reprendre et immédiatement. Le problème avec, par moment, les entrepreneurs, c'est qu'on n'est pas ouvert à la critique. Donc, dès lors qu'on développe une solution et que ça ne convient pas aux professionnels de santé, on est assez braqué et on refuse d'aller vers eux. Alors qu'au final, ce sont eux qui utilisent nos solutions. Parce que la technologie, la e-santé vient pour pouvoir appuyer ce qui existe déjà. C'est eux qui ont le métier derrière. Donc, ce qu'on fait, nous, on les implique dès le départ. Déjà, on essaie de prendre le besoin. Qu'est-ce que veut concrètement un médecin? Qu'est-ce que veut une sage-femme? Qu'est-ce que veut un agent de laboratoire? Ou qu'est-ce que veut le patient lui-même? Quelle est la solution qui sera adaptée pour lui aujourd'hui? Dans quel environnement il sera beaucoup plus à l'aise à l'utiliser? Et quand on rassemble cela, ça nous permet de mettre en place en vrai cette solution qui va être utilisée par le patient au final. Parce qu'une technologie, quelle qu'elle soit, aussi belle, mais si elle n'est pas utilisée, elle ne vaut absolument pas du tout. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque fois. Et vous comprendrez que nous, le pass au départ, c'était un seul device. Après, on a essayé de moduler par aller à un dossier patient, à un système de gestion hospitalier, ajouter des IoT, mais c'est l'évolution avec le retour que nous a fait professionnels de santé et même un autre acteur qu'on ne dit pas très souvent, c'est les États. Parce que c'est eux qui ont le plan national de développement sanitaire. Et donc, on les intègre pour pouvoir avoir une solution où tout le monde se retrouve dans un écosystème. Voilà. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Corinne. Et la dernière question, elle vous sera adressée pour la vision un peu aussi du territoire et de Marseille. C'est finalement, et je pense que c'est aussi une question qui se pose, et je vais peut-être commencer par vous si vous le souhaitez, mais bien évidemment, vous pourrez répondre aussi, monsieur le professeur, c'est comment on renforce vraiment, j'ai beaucoup entendu le mot transfert, compétence, le transfert de compétences entre équipes médicales marseillaises, européennes et africaines. Alors, la PHM, c'est un gros hôpital public qui utilise des dispositifs pour partager la formation. Et les dispositifs, c'est pour mobiliser les professionnels. Donc, c'est les FFI, donc les faisant fonction d'interne, et les diplômes de formation médicale spécialisée. Ces deux outils sont utilisés pour mobiliser et faire venir à la PHM des professionnels, surtout des jeunes médecins, et pour les former chez nous et pour qu'ils puissent après rentrer chez eux et amener la formation qu'ils ont. Et du coup, ils ont la possibilité de rester 1 ou 2 ans à la PHM pour se former, pour terminer les études. Et pour vous donner une idée, cette année, la PHM a accueilli 167 étudiants jeunes médecins. Et voilà, et on continuera dans ce sens. Et après, je m'associe à ce qui a été dit par Corinne. C'est vrai que l'hôpital public se prête énormément à l'échange parce qu'on a, en fait, c'est une convergence des savoir-faire des cliniciens, des chercheurs, d'ingénieurs, mais surtout, il ne faut pas oublier les acteurs principaux autour de la santé qui sont les patients et pour lesquels il faut trouver des solutions innovantes, si possible, qui puissent les soigner. Du coup, l'hôpital public s'est prêté énormément à être un hub, à être une plateforme d'échange dans ce sens. Très bien. Merci beaucoup. On peut applaudir également. Et s'il vous plaît, applaudissez Madame Anna Maria. Et vous aurez le mot de la fin, Monsieur le professeur. Merci. Ce que vient de dire Anna Maria, former 167 FFI, l'effort que fait la PHM, c'est fantastique, hein, mais c'est comme le fil de suture, hein, c'est un plan B. C'est un plan B. Le plan A, c'est de former des formateurs sur place. La formation, il faut qu'elle se fasse sur place, dans les hôpitaux, sur place. C'est le nerf de la guerre. Voilà, moi je vous le dis. Quand j'ai des demandes tous les jours de radiologues africains qui veulent venir chez moi, je ne peux pas les prendre. Je ne peux pas les prendre parce que d'abord, c'est d'une complexité sans nom d'un point de vue administratif. On ne peut pas les faire travailler. Enfin, si, on peut les faire travailler, passer par le DFMSA. Voilà. C'est le parcours du combattant. On n'a pas d'argent pour les payer. Ça ne marche. Enfin, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Il y a un effort. Mais c'est pas le... Voilà. Le vrai plan, c'est que ce soit nous qui allons former là-bas des formateurs qui, ensemble, forment. Il faut faire des hubs. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut faire des hubs dans des grandes villes où
on va former. Parce qu'entre les pays, là, par contre, ils peuvent se déplacer, ils peuvent former, les coûts sont complètement différents. Et en plus, ils sont formés dans leur environnement. Donc, je vois des choses incroyables. C'est-à-dire qu'un radiologue, on va dire tchadien, qui a été formé chez nous, finalement, après, il retourne au Tchad, il me dit, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le matériel. Je dis, mais au Tchad, tu peux le faire. Moi, si jamais je vais là-bas, je vais le faire. Donc, en fait, on va aussi déformer les gens en les formant ici. Donc, évidemment, c'est très bien, c'est indispensable, mais c'est un plan B. Le plan A, c'est à nous d'aller là-bas, de former des formateurs et de créer des grands hubs de formation. Très bien, donc 2 approches complémentaires. On peut applaudir monsieur le professeur. C'est aussi ça la richesse du débat. Merci beaucoup. On est arrivé à l'issue de ce débat très riche, très vivant, avec le corps académique, des startups, l'hôpital public et bien évidemment, on pense à Madame Charaf. Merci beaucoup et je vous demande d'applaudir une nouvelle fois nos panélistes et on va faire la photo de famille.